Gérald de Godin est une des personnalités politiques les plus originales du Québec. Il est poète. Il n'est pas donné souvent à un pays de refaire sa vie. Il vous regardera comme s'il n'avait rien à vous dire, mais il n'attendra qu'un signe de vous pour vous sauter au cou. Voix noire, voix durcie, des choristes de cordage, voix des pays plein champ et voix des amoureux, douces voix attendries, des amours de village, voix des mots airs anciens, d'autres s'ennuient. De par le monde, Pauline Julien célèbre le Québec, défendant l'unique identité francophone des deux Amériques avant qu'il ne soit trop tard. Mommy, there's so much in the name of mommy. Tell me why. It's too late, much too late. Mommy, mommy, I love you dearly. Please sing the song you sang when I was a baby. Fais dodo, colle à mon petit frère. Fais dodo, mon petit frère, fais dodo, tu auras du lolo. Mommy, mommy, I remember the song, oh mommy, mommy. Something seems to be wrong, oh mommy, tell me why. It's too late. Mon petit amour, mon petit amour, avec cochon. Et aussi, Oh, les coffrets jolis. chant. Mais où t'as trouvé ça? Regarde, les plus beaux champignons. Oui, laisse-les là, ils vont... Pauline Julien et Gérald Godin vivent ensemble depuis 25 ans. Ils se battent pour une même cause, avec toute une génération, impatients de voir le Québec indépendant. Mais comment l'a-t-il pogné dans son filet? Voilà. Voilà. En allant la conduire à Montréal. Voilà, vas-y. Elle chantait à Trois-Rivières. Vas-y, Elle avait un engagement à Montréal. Là, Mme Julien me dit, je dois aller à Montréal demain et je suis without a car. Alors, je vais aller vous déposer. Je vais aller vous conduire. Et là, elle m'a déposé chez elle. Au point de Saint-Mathieu. Et moi, j'ai fouillé dans sa bibliothèque. Et il manquait mes œuvres, Mme Julien. On a attendu pas mal de temps. On s'est vouvoyé, on est allé en ski. J'avais peur un peu qu'il serait un peu être frivole. Moi, je fais beaucoup de ski à cette époque-là parce qu'elle aimait ça. Mais moi, c'était pas tellement mon... Je pensais que c'était un homme sportif. Et après, il n'a jamais voulu en faire. J'ai rencontré un Attila, un moustachu, un fier à bras. Il adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr, c'est devenu le cinémascope. Mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cow-boys sans foi ni loi et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Elle avait la voix racailleuse, tu sais. Et tellement apprenante, ça me prenait aux tripes. En plus que j'étais une des plus belles filles du Québec dans ce temps-là. Après avoir beaucoup regardé autour, moi, avec des longues vues, je m'étais arrêté sur elle. Et puis, j'avais dit, ça va être elle, qui va être la femme de ma vie. Au début, la dame et le poète ne se doutaient pas qu'ils auraient à jouer un rôle important sur la scène politique d'une nation en effervescence. Ben, il m'a touché. D'infidélité. C'est quoi? C'est 102 ans. ça fait... 102 ans. Ça fait... Moyenne à nos 50 ans de vie commune. Redites-moi des choses tendres, votre beau discours, mon cœur n'est pas... En regardant leurs souvenirs sur écran, ce sont les archives d'une période de l'histoire d'un peuple qu'ils revivent. Une histoire qu'ils ont vécue passionnément. Gérald de Godin était journaliste à Trois-Rivières.
En s'installant à Montréal en 1962, ils se firent remarquer comme le critique qui exaltait la vitalité de notre culture, différente de celle des Français et de nos voisins américains. Quand il y a des sacres dans le film, les gens, mon vieux, se trémoussent sur leur chaise. Ils se reconnaissent au cinéma. Tous les peuples du monde se reconnaissaient dans leur cinéma. Nous, on ne se reconnaissait pas. On voyait Wild Bunch, on voyait des westerns américains, etc. Maintenant, on se reconnaît dans notre cinéma. Ben, c'est formidable. Ce que tu dis là, ça marque peut-être une évolution du cinéma. À ce moment-là, la plupart de nos artistes devaient aller parfaire leurs études en France. La preuve, c'est à Paris que Pauline Julien connut ses premiers succès. J'étais la dernière d'une famille de 11 enfants. Et je voulais faire de la musique et tout ça. Je me suis décidée d'aller à Paris parce qu'il n'y avait pas de conservatoire, il n'y avait pas d'école de théâtre. Bon, j'ai dit à maman, je m'en vais. Elle a dit, ben, si tu penses que tu vas être heureuse comme ça, fais-le. Bon, c'est un schéma. On pourrait dire. Je viens de trouver quelque chose. Je viens de penser à quelque chose, puis vous aussi. Il faut le faire beaucoup plus. C'est ça, un grand silence entre chaque couplet. Après chaque refrain. Mm-hmm. Et on redémarre. Le navire chavire et je perds la mémoire. L'alouette s'arrête et je meurs sans savoir. C'est Charlotte. Tu pleures pas encore? C'est beau. Oui, mais là, je suis là, moi. C'est pleure en me regardant, pas pleure. Mais Pleure non, pas en regardant mon passé. Non, mais c'est pas toi que je regarde, c'est la création que je trouve belle. Franchement. Ça m'émeut toujours, moi, quand des gens qui font des choses belles et qui amènent l'émotion. C'est ce qui se passe là-dedans. Mais moi, j'aime Non, ça, la plus... goutte d'eau, là, comme une perle dans des yeux, là. Et j'arrive à un autre portage de toi, ma lieuse, ma fibreuse, mon paquet de nerfs, avec un poème en bandoulière et des blessures de canot d'écorce aux épaules. Mais je ne connais pas la fatigue avec toi. Des fois, on saute ensemble dans le lit. Des voiliers de rire passent dans la chambre comme des outardes et se posent dans les étangs de ta peau. Je tire dans le tas, chevrotine de baisers. Avec du plomb dans l'aile, ils repartent pour un autre pays, le pays de la prochaine fois. Les Godin et les Julien ont leurs racines dans cette terre que leurs ancêtres français étaient venus coloniser dès 1534. 200 ans après, la France perdait cette colonie aux mains des Britanniques lorsque le général Wolfe escalada les falaises de Québec en 1759. Nous avons grandi avec cette humiliation d'avoir perdu notre pays. Nous restions des Français isolés au milieu d'un continent anglais. Il faut souligner l'influence américaine sur le Québec de l'époque. Et Benjamin Franklin est venu à Montréal et il a publié un appel aux Canadiens français, d'ailleurs en français, demandant aux Canadiens français, voulez-vous vous joindre aux 13 colonies américaines et devenir la 14e colonie américaine? Et c'est suite à cette demande des Américains que les Anglais ont compris qu'on était un poids politique important. Ils ont passé une loi au Parlement d'Angleterre disant la liberté souffle du sud vers le nord, donc il faut tenir compte de ce fait-là et concéder aux Canadiens français un parlement. Et nous avons eu le Parlement de Québec, qui est le premier parlement francophone au monde. Avec le Parlement, nous avions gagné un terrain de lutte. Mais la province de Québec restait dominée par la minorité anglaise qui contrôlait l'économie. Si on voulait travailler, on devait parler leur langue. Et devant la justice, nous étions jugés en anglais. Le peuple vivait confiné sur ces morceaux de terre, n'ayant comme réconfort que sa bonne santé et la religion de son baptême. Le clergé catholique demeura longtemps le protecteur de la foi et de la langue et prêcha avec une même ardeur la soumission à l'autorité. En ce temps-là, c'était une fierté pour une famille de donner un prêtre à l'Église. Un jour, de jeunes intellectuels comme Godin brisèrent le joug de la tradition en choisissant la revendication laïque et sociale. Nos manuels français nous avaient appris une langue. Le peuple en avait forgé une autre. Godin fut l'un des premiers à la remettre à l'honneur,
notre parler devint un cheval de bataille. Assis là sur 2 livres, tu sais. Pas confortable. La poésie sert à quelque chose. Poésie au Québec. Moi, je suis un amateur de mots. Je cherche les mots des Québécois. Parce qu'au fond, les Québécois ont créé leur propre langue. Je me souviens un jour, dans le parc Champlain à Trois-Rivières, où j'étais assis, et il y avait 2 gens à côté de moi assez âgés. Ils parlent entre eux, ils me disent « on parle mal, hein ». Et ça m'est resté en disant que ces gens-là avaient honte du français. Et la honte du français, à mon avis, était la raison pour laquelle ils ne parlaient pas. Et un peuple qui ne parle pas est un peuple qui est foutu. Et moi, j'ai décidé de prendre leurs mots à ces gens-là et de les mettre dans la poésie, dans la littérature, pour qu'ils soient sauvés, qu'on en fasse ce qu'on appelle la rédemption, et qu'ils apparaissent comme n'étant pas des mots sales ou malpropres ou pas très beaux, mais au contraire des mots valables et qu'il fallait sauver à tout prix. Et d'ailleurs, dans mes derniers poèmes, moi, je sors des dictionnaires ces mots-là et j'en fais, on peut dire, des pierres précieuses sur une couronne. Parce que il faut que les gens qui disent ces mots-là n'aient pas honte de les dire et s'expriment donc librement sur tous les sujets avec ces mots-là. Les crottés, les ticus, les tarlas, les ticasses, ceux qui prennent une patate avec un coke, les ciboîtes, les tipites, les cassés, les timides, les livreurs en bicycle, les épiciers licenciés, ceux qui se cognent sur les doigts avec le marteau du boss, la gang de Christ qui se plaint jamais, les derniers payés, les premiers congédiés, les hypothéqués à perpétuité. Ils n'ont pas de couteau entre les dents, mais un billet d'autobus. Mes frères, mes frères. Et d'année en année. Pauline Julien et Gérald Godin grandissent dans les années 40, alors que la province est sous la tutelle de Maurice Duplessis, un premier ministre rusé qui rassemble ses électeurs autour de la religion et du drapeau. Mais lorsque les ouvriers sous-payés osent demander le droit de grève, Duplessis appuie délibérément leurs patrons anglais, dont il a le support financier. C'est le commencement de l'indignation. À plusieurs reprises, travailleurs et policiers s'affrontent. La mort de Duplessis en 1959 met fin à ce régime considéré depuis comme l'époque de la grande noirceur. Comme journaliste ou nouvelliste, je couvrais les funérailles de Maurice Duplessis. Et il y avait eu une telle chaleur sur la ville de Trois-Rivières que les fleurs, qu'on appelle les tribus mortuaires, étaient toutes tombées comme des fleurs mortes en quelques secondes, quoi. Et les gens avaient dit à Trois-Rivières à l'époque, c'est parce que les portes de l'enfer se sont ouvertes pour accueillir Maurice. Le Parti libéral arrive au pouvoir en 1960 et Jean Lesage est élu premier ministre. Un regain de santé. La soumission du peuple se transforme en révolution tranquille. C'est maintenant ou jamais que nous serons maîtres. De nouveaux programmes sont mis sur pied en sciences, en économie, en arts, en éducation, ignorant l'Église comme pouvoir politique et mettant dans le coup, jour après jour, le peuple qui s'enthousiasme. Nous devenons maîtres de nos ressources naturelles, jusque-là possession anglaise. Le réseau d'électricité est nationalisé sous le nom d'Hydro-Québec. Derrière cette réalisation, un jeune ministre, René Lévesque, exprime déjà nos espoirs. Parce que la nationalisation, qu'est-ce que c'est? Essentiellement, c'est de transférer à 5 300 000 actionnaires, c'est-à-dire tous nous autres, la propriété de la première puis de la plus vitale de nos richesses naturelles. Et les Anglais disaient, les Québécois sont pas assez compétents pour diriger Hydro-Québec. Et on a découvert après que le pouvoir donne du talent. Que quand les Québécois ont pris le pouvoir là-dedans, c'est devenu la numéro 1 au monde, Hydro-Québec. Donc, ça a donné, si vous voulez, l'appétit du pouvoir dans d'autres domaines. Et c'est ça qui a développé le Québec moderne, au fond. Moi, je voyais chaque jour combien le Québec changeait et que on se méprisait nous-mêmes parce qu'on avait été tellement bafoués et tellement écrasés. Et là, la fierté renaissait. Vienne, vienne le temps des vivants, le vrai visage de notre histoire. Vienne, vienne le temps des victoires et le soleil dans nos mémoires.
qui passe dans nos espaces, c'est le grand vent d'un long désir qui ne voudrait jamais mourir avant d'avoir vu l'avenir. Une foule applaudissait Pauline Julien. Une autre attendait la reine. C'était la visite habituelle d'Élisabeth II, symbole ennobli du pouvoir anglais. Pauline fut invitée à chanter devant elle, mais notre passionnariat refusa. Les rues commençaient à résonner d'un nouveau slogan, « Québec libre ». Toute une génération se souvient du samedi de la matraque. Par la suite, le peuple descendit maintes fois dans la rue pour manifester, et la réponse policière fut toujours la même. J'avais une peur bleue, parce qu'au fond, j'étais un éditeur, fondamentalement un éditeur, un écrivain et un journaliste, et pas du tout un manifestant ou un homme violent. Mais je peux dire que partir à courir devant un flic qui te poursuit avec une matraque, c'est très humiliant d'une part, et aussi ça fait douter de la démocratie, mais en même temps, c'est très fort au plan pédagogique pour nous apprendre ce qui se passe dans un pays. Ce qui avait été jusque-là nationalisme culturel chez Godin se transforme en nationalisme politique. Collectivement, les artistes créent des nuits de poésie et de chansons de la résistance. Jamais un peuple n'avait vu sa chanson et sa parole prendre une telle importance. « 1963. Une bombe fait sauter le monument de Wolfe, symbole de la conquête. La révolution n'est plus tranquille. Soudainement, on découvre le mot terrorisme, qui n'était pas dans nos annales de 12 opprimés. Des cellules clandestines viennent de se manifester. Le Front de libération du Québec, le FLQ, passe à l'action directe. Il place des bombes à de nombreux endroits, qui symbolisent le pouvoir anglais. L'histoire vient de prendre une autre tournure. Il y avait eu des concessions, mais très mineures. Hein? Un mot de français sur un chèque de pension de vieillesse, un mot de français sur les portes des chiottes dans l'aéroport de Victoria ou de Vancouver ou de Saint-Jean-de-Terre-Neuve. C'est pas ça qui va permettre à un peuple de se développer et surtout d'être maître chez lui. Et les bombes ont été les seuls moyens, en fait, dans les yeux de bien des Québécois de l'époque, pour que les Anglais comprennent ce qui se passe. 1967. Le président français Charles de Gaulle, défenseur de la France libre à la dernière guerre, est invité officiellement au Canada. Sa tournée commence à Québec. L'enthousiasme le conduit jusqu'à Montréal par le chemin du Roi. Mais voilà qu'à l'hôtel de ville, il stupéfie la foule. Je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais toi tu feras le mien, ma belle. Et nous rirons d'elle, car tu feras mon printemps. Que lui, un des plus grands Français probablement de l'époque, vienne dire au Québec libérez-vous, c'était une consécration incroyable. Et on a vu tous les pays du Commonwealth anglais jeter les hauts cris, dire ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas. C'est pas poli. C'est pas poli. Mais on ne s'illusionnait pas. C'était pas la France ni les Français qui étaient pour nous aider, mais enfin, ça internationalisait notre lutte et c'était intéressant. Le goût de l'indépendance s'affirme. 1968. Du mouvement séparatiste naît un parti politique, le Parti québécois, avec René Lévesque comme chef. Il faut nous rendre à nous-mêmes.
notre société, le seul endroit au monde où on ne sera jamais chez nous, le Québec. L'évêque apparaissait comme un être pur et propre, qui nous changeait totalement du cynisme du passé. Et en ce sens-là, l'évêque a réussi à attirer vers lui et vers la politique un tas de jeunes qui ont recommencé à croire dans l'action politique grâce à lui. L'évêque, en fait, a incarné à l'époque, je dirais, le changement. Et puis, je crois qu'il nous révélait à nous-mêmes, et c'est pour ça qu'on l'a suivi. La montée du PQ suscite des inquiétudes. You're sure harping on it. Well, let's put it this way. Would you fight if you had to? Would you what? Fight. You mean fight with arms? Yes. Would the rest of Canada fight to keep Quebec in I don't know. against its own will? I know it won't. Because I think the rest of Canada, first of all, has no illusions on that score, and second, is civilized. Next question. Like René Lévesque said, we are not to be a frontière, we are not to be wars and everything like that, but just be at our place, be free at our place, and can have a real good exchange with you, exchange of culture, exchange of economic, but be at home. We are not at home at all. At least if we go in a bank, at least if we look for a job in Quebec, we have to know English, we have to speak English, and a lot of people refuse to speak us French. Do you imagine such a thing, you in Toronto? So that's how. But it's changing, Pauline, it's changing. Everywhere, you know, in every... Why do you... So you have a spirit colonialist or what? No, we don't want to lose you. I don't want to lose you either. All right, why not? But we have to exchange, like really be free, both you and me. Yeah. And every people in the world just want that. And I believe we shall get to that. A modern, progressive nationalism. We know it can happen. We firmly believe that we can do it in a sovereign, as we say it, which means a politically independent Quebec. And we also believe that we should and we can do it together. Not with him, but together. Why the French Canadian people can't get along within Canada exactly the same as German Canadians, Italian Canadians, or Ukrainian Canadians, without crying all the time, without asking for more, without having another government for themselves. But can I answer you? As best I could, I gave you some... No, that's right. Thank you for trying, but you failed. Et c'est parce qu'on s'est battu chaque seconde en fait de l'histoire du Québec qu'on n'a pas été avalé par l'Amérique qui est à côté et par les Anglais de l'époque. C'était une lutte, je dirais, permanente, millimètre par millimètre, depuis 200 ans maintenant. Aux élections de 1970, Robert Bourassa mène le Parti libéral au pouvoir. Mais René Lévesque surprend tout le monde. Un électeur sur 4 a voté pour le séparatisme. Le PQ n'a remporté que quelques sièges, mais la brèche est ouverte. Que c'est une défaite qui a l'air d'une victoire. Les jeunes ont voté massivement pour le Parti québécois. Demain nous appartient, chante-t-il avec enthousiasme. Mais quelques extrémistes ne veulent pas attendre. Le 5 octobre 1970, nous sommes secoués par un événement troublant. On annonce que M. James Richard Cross, l'attaché commercial de Grande-Bretagne à Montréal, vient d'être enlevé de son domicile par 4 hommes armés soupçonnés d'être des terroristes du FLQ. Les individus ont forcé M. Cross à monter dans un taxi qui a aussitôt pris la fuite. Des recherches intensives se poursuivent actuellement pour retrouver la victime et ses ravisseurs. L'enlèvement de l'attaché commercial britannique James Cross déclenche une série d'événements dramatiques, la crise d'octobre. Le FLQ frappe de nouveau. Cette fois, il enlève devant sa maison un ministre du gouvernement du Québec, Pierre Laporte, qu'il garde en otage, mystifiant ainsi la police qui, dans toute la province, recherche en vain les ravisseurs. Le suspense dure jusqu'à ce que les médias d'information reçoivent un document dont le FLQ exige la diffusion.
qu'aux quatre coins du Québec, ceux qu'on a osé traiter avec dédain de lancers French et d'alcooliques entreprennent vigoureusement le combat contre les matraqueurs de la liberté et de la justice et mettent hors d'état de nuire tous ces professionnels du hold-up et de l'escroquerie, banquiers, businessmen, juges et politicailleurs vendus. Nous sommes des travailleurs québécois et nous irons jusqu'au bout. Le message du FLQ provoque une manifestation de sympathie, mais la foule est loin de se douter que le Québec deviendra bientôt un territoire occupé. Il était 5 heures du matin, et moi, dans mon lit, j'ai été réveillé par les bruits de bottes qui défonçaient la porte de la maison. Puis moi, j'aurais demandé est-ce qu'on avait un mandat pour nous arrêter. Puis on dit avec un sourire spécial que je n'oublierai jamais, sourire de Gestapo et de SS, en fait, les mandats, monsieur, c'est terminé. Plus besoin de ça. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe, elle écoutait la télévision en bas. Là, on est descendu en bas. Et puis, j'écoutais la télévision. Puis là, on racontait qu'une loi spéciale était passée pendant la nuit. Une loi dite des mesures de guerre pour arrêter au Québec qui voulait, donc 500 personnes, dont Pauline et moi. Le gouvernement n'avait pas le choix. Je me suis rendu compte, et c'était évident pour tout le monde, où nous adoptions les mesures de guerre, où nous étions en face de moyens tout à fait inefficaces pour les forces policières d'agir. Alors c'était tout ou rien. So long as there is a power in here which is challenging the elected representative of the people, I think that power must be stopped. And I think it's only, I repeat, weak-kneed, bleeding hearts who are afraid to take these measures. 500 personnes qui ont été arrêtées et qui ont fait des séjours de 8 jours à 6 mois sans aucun acte d'accusation. Ils ont menacé de fusiller des gens en prison. Ils ont sorti des gens de leur cellule et ils ont fait semblant de fusiller des gens. Et moi, je connais au moins 2 personnes qui ont perdu l'esprit suite à ces événements-là. Ils sont devenus fous et qui n'ont jamais récupéré leur santé mentale après ça. Donc, il y a des victimes encore maintenant de cette situation-là. Après ça, les maisons étaient saccagées, les bureaux, et ils faisaient peur aux voisins, les enfants étaient laissés seuls. Enfin, je veux dire, quelque chose de tellement démesuré qu'on serait recru au Moyen-Âge, tu comprends? C'est ça. Ils m'ont piégé, ils m'ont attrapé, ils m'ont arrêté sans mandat, sans un mot, et avec un sourire étrange, avant de me palper le cerveau. Ils ont tout fait pour me détruire. À cette époque, c'était très silencieux par ici. Tous ceux qui ont la parole facile avaient la bouche sèche. Les plumes agiles ne trouvaient plus ni encre ni papier. La ville s'était vidée de tous les miens. La crise s'intensifie lorsque l'on apprend une terrible nouvelle. Rappelons encore une fois que c'est à 11h10 exactement, à proximité de l'aéroport de Saint-Hubert, que la voiture qui avait servi à l'enlèvement de M. Pierre Laporte il y a une semaine, devant sa demeure de la rue Robitaille à Saint-Lambert, a été formellement identifiée. Le coffre était finalement ouvert et on y faisait la découverte du corps de M. Laporte, ensanglanté. Moi, j'étais dans ma cellule, la cellule 13 AG2, et j'ai vu un matin, de la fenêtre de ma cellule, le drapeau en berne. Et puis là, j'ai compris qu'un des kidnappés était mort. Que Pierre Laporte meurt à cause de ces événements-là historiques me semblait tout à fait injuste pour lui. L'assassinat de Pierre Laporte horrifie le Québec. On arrête ses auteurs, James Cross est libéré, et c'est la fin du FLQ. La crise d'octobre est terminée, mais jamais plus nous ne serons les mêmes. La réflexion aboutit à me dire à moi-même, la solution, ce n'est pas la violence ou les bombes, c'est l'action démocratique, donc l'action électorale, et le porte-à-porte, et les discours, l'action politique traditionnelle, au fond. En 1975, Godin passe de la théorie à la pratique, en se joignant au Parti québécois aux côtés de René Lévesque. Le poète devient politicien. Sans vous autres, je ne suis rien. Avec vous autres, nous pouvons tout. 1976, année d'élection. On choisit Godin comme candidat.
Il demande de faire la lutte dans le comté même de celui qui l'avait mis en prison, l'honorable Robert Bourassa. Un sang nouveau se lève en nous, qui réunit les vieux murmures. Il faut pour en faire un rêve aussi, un cœur au corps et un pays. Que finisse le temps des prisons, passe le temps des barreaux, que finisse le temps des esclaves, passe le temps des bourreaux. Je préfère notre existence à la prudence de leur troupeau. C'est fini le temps des malchances. Notre espoir est un oiseau. Ses électeurs reçoivent de Godin un message inusité dans leur boîte aux lettres. Ce n'est pas une sollicitation, c'est un poème. Les coquerelles de Parlement, les patineurs de fantaisie, les poubelles du Canada, mon pays, mon profit, les regrattiers de la patrie dans les pawn-shops de la nation, les écartillés de l'honnêteté, les déviargés de la dignité, les pas clairs de nœuds, les vol-à-gueule de l'égalité ou l'indépendance. Le 15 novembre 1976, un peuple se prépare à entrer dans l'histoire. Bourassa, fini, Gérald Godin! Godin avait triomphé du premier ministre et René Lévesque, un séparatiste, était à la tête du Québec. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois. Je veux remercier du fond du cœur tous les électeurs dans tous les coins du Québec qui n'ont pas eu peur du changement nécessaire dans le Québec. On n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. Son amoureuse, si je vais mettre au bataille, pour me faire du bon public. On est les tours, la chaîne des dames, on va partir à mon serré, la main du poil, on regarde, je dis pas, dimanche, on s'en va pas les belles, j'irai, dis pas, ça lui passe tout, moi, j'avais jamais viré comme ça. Le joie était étourdi, mon amour et mon ami, c'est ici qui s'est mis à la virée comme une toupie, à la compris, elle a dit, belle mort. C'est un des beaux orgasmes de ma vie. Et surtout un orgasme avec 13 000 électeurs, hein. C'est vraiment fantastique. Ce soir-là, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais il y avait dans toutes les rues de Montréal, comme un mariage, les voitures qui klaxonnaient toute la nuit sans arrêter. Et c'était comme un mariage, quoi, du peuple avec un parti qui le représentait vraiment. Et j'ai senti donc que c'était une grande fête qui n'arrêterait jamais. Qui n'arrêterait jamais. Du jour au lendemain, le journaliste-poète devient député et plus tard ministre. Ma tâche, moi donc, c'est le défenseur et le protecteur des citoyens de mon comté de Mercier. Est-ce que la pension de l'Italie vient ici maintenant au Québec? Parce qu'il y a une entente. Et chaque fois que je rentre au bureau et que je vois quelqu'un de mon comté, je me dis, bon, mais il faut que lui soit comme le premier. Et qu'en sortant de chez moi, il soit plus heureux, moins démuni que quand il est entré. Et que je fais ma part pour lui. Regarde, Godinho! Ouais, c'est mon cousin portugais. Ça doit être ton cousin portugais. J'espère qu'il vote pour moi. Ben oui. Hey, c'est drôle. Une cordonnerie portugaise.
Ah, Monsieur Godinho! Bonjour, Monsieur Godinho! Como está? Como está? Bem, muito bem. Muito bem. Em português. Fred. Gostei de ser português. Está frito, tá? Está pouco Si, frito. Godin Godinho? et Godinho. Yeah, Godinho. Cousin. It's my cousin. Oui, c'est ça. It's the Godinho is big name of all the world. Après avoir tant lutté pour un Québec français, il se retrouve devant un défi de taille. Convaincre les Grecs et les Portugais de son comté de Mercier de la nécessité de l'indépendance. And I wish you to come every Sunday here. Sure, yes, sir. Quand j'étais petite fille, dans une petite ville, il y avait la famille, les amis, les voisins, ceux qui étaient comme nous. Puis il y avait les autres, les étrangers, l'étranger. C'était l'italien, le polonais, l'homme de la ville d'à côté, les pauvres, les quêteux, les moins bien habillés. Et ma mère, bonne comme du bon pain, ouvrait sa porte, rarement son cœur. C'est ainsi que j'apprenais la charité, mais non pas la bonté, la crainte, mais non pas le respect. Le premier souci du Parti québécois est de protéger la langue française contre l'omniprésence de la langue anglaise. Il faut la défendre avant qu'il ne soit trop tard. Au fond, la langue qu'on parle, c'est l'instrument de travail le plus précieux que nous ayons comme personne pour que les Québécois s'expriment. Ils ne peuvent le faire dans la publicité, dans le roman, le théâtre, la poésie, dans n'importe quelle forme où les mots sont importants, que dans la langue qu'ils ont appris sur les genoux de leur mère, dans leur famille. Et puis, c'est pour ça que pour moi, c'est la vie ou la mort, la langue française. Godin est l'un des promoteurs de la loi 101 qui bouleverse les habitudes linguistiques du Québec. Dans le passé, les enfants des immigrants fréquentaient l'école anglaise. Maintenant, ils devront aller à l'école française, de telle sorte qu'ils grandiront et élèveront leurs propres enfants dans notre langue. La loi exige également que les enseignes commerciales soient francisées. L'anglais, qui avait toujours été la langue des affaires, disparaît peu à peu de notre vue. À l'époque, je dois dire que cette loi-là me semblait très, très dure, en fait, pour l'anglais et pour les Anglais. C'est ce que je pensais en 1976, 77, 78. Mais 10 ans après, je me rends compte que c'est le seul moyen qu'on pouvait prendre pour s'assurer que le Québec resterait français. Et donc, je n'ai plus les remords que j'avais à l'époque aujourd'hui. En 1979, tel que promis, le premier ministre Lévesque invite la province à un référendum. C'est la première fois depuis 1534 que l'on donne l'occasion au peuple du Québec de dire oui à la négociation de son indépendance. Les pro-Canada fédéralistes, de leur côté, incitent les gens à dire non. Le Québec se divise en deux camps. Si le peuple québécois votait majoritairement oui, est-ce que vous ne seriez pas obligé par les lois de la démocratie de négocier? Mais non! Tout se passe en anglais. La loi est anglaise. Les ordres sont anglais. Les affaires sont anglaises. La vie est anglaise. Et nous devons prendre notre courage à deux mains simplement pour survivre. Est-ce qu'on la laisse à Ottawa, le 10 millions? Je vois à l'avenir d'un Québec autonome, fort et indépendant. 20 mai 1980, le jour du référendum. Oui, 1
1 350 385 votes. Non, 1 956 734 votes. Le pourcentage du oui est 40,8 et du non 59,2. Quatre Québécois sur 10 ont voté oui. Ce n'est pas suffisant. Quand même, tous ensemble, ce soir, j'ai choisi la danse à Saint-Dino. Samedi soir à Saint-Dino, il n'y avait pas grand-chose à faire. On s'est dit, on va une danse, on va danser chez Baby. On s'est trouvé un violon, un salon des partenaires. Puis là, la soirée commence, c'était vers 7h30. Entrez, mesdames, entrez, messieurs. Marianne a sa belle robe, et puis Roland a ses yeux bleus. Yvonne a mis ses souliers blancs, son décolleté, puis ses beaux grands, ça va faire les choses en gros. Ça vient d'arriver du coup. Il y a aussi Jean-Marie, mon cousin, puis mon ami. Coromis, sa belle habille avec ses tuiles et les vernis. Le blâmé, comme on dit, comme un commis voyageur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Je dois vous dire que mais j'ai confiance qu'un jour, il y a un rendez-vous normal avec l'histoire que le Québec tiendra. Et j'ai confiance qu'on sera là, ensemble, pour y assister. Mais la seule chose que je voudrais ajouter, c'est ceci. Est-ce qu'on pourrait terminer un peu cette soirée en chantant pour tout le monde ce qui reste la plus belle chanson québécoise, à tous, sans exception, à tous les gens de chez nous. Si quelqu'un voulait l'entonner, moi, les gens du pays, moi, je ne suis pas tout à fait en voix, là. Gens du pays. Allez. C'est votre tour. Pour l'évêque, il n'y aura pas de prochaine fois. Il mourra en 1987. Moi, j'étais très honteux, en fait, d'être québécois parce que voyant un peuple qui refusait son avenir, sa vie et sa liberté, et on disait toujours, ça n'arrivera jamais parce que les peuples, en fait, veulent être libres, se développer eux-mêmes, se contrôler, puis là, voilà un peuple qui renonçait à vivre. Et donc, j'étais très triste, moi, et très honteux, ce soir-là. En espérant que, tôt ou tard, il y aurait une lumière qui apparaîtrait au bout du tunnel. Est-ce qu'elle va apparaître? On ne sait pas encore. Ce dont parle René Lévesque, la prochaine, c'est peut-être très prochainement. On l'espère. On va y travailler.
Comment réussir une vie d'être humain? Et moi, cette année, tu comprends, les gens me disaient bonne année, bonne année. Et bonne année, oui, mais je me disais bonne année, mais aussi beau pays à venir. Donc, je me disais comment ça se fait que je ne peux pas me satisfaire de juste dire bonne année, puis meilleurs vœux, etc. Mais que j'ai encore derrière la tête le projet de René Lévesque qui était pas juste la bonne année, merde, autre chose de plus important, de plus grand. Et je pense qu'il faut avoir ça aussi dans la tête et dans notre vie. Pas juste une bonne année, mais un beau projet, un beau pays, un beau quelque chose de plus grand que nous. Et c'est ce que, je pense, peut marquer une vie qui est réussie ou pas. Une épreuve plus intime foudroie Gérald Godin en 1984. La maladie. On passe un scan, puis ils m'ont dit que j'avais une tumeur au cerveau. Sans me dire si c'était bénigne ou maligne, cancéreuse ou pas. Donc je me suis dit, c'est la fin, quoi. Et là, j'ai eu bien peur, et puis je pensais que je crèverais. Puis je me suis un soir avec Pauline, on a beaucoup parlé de ça, puis tous les deux ensemble, on pleurait en se disant, bon ben, ça y est, quoi. On vieillira pas ensemble, comme on dit. Je t'encourageais, puis je voulais, puis les médecins aussi, que tu te fasses opérer le plus tôt possible pour te débarrasser de ça. Puis en fin de compte, elle n'était pas cancéreuse. Et après ça est venu le long épisode de la réhabilitation. C'est extrêmement long, extrêmement dur. Et surtout que ce qui était le plus touché, c'était mon élocution, ma parole. Et comme politicien, c'est assez utile, n'est-ce pas? Alors je me disais, ouais, je suis foutu, quoi. Parce que chaque atome de chaque objet le fait exprès pour le contredire, parce que chaque logiciel et chaque geste de la vie quotidienne a explosé dans son planétarium, parce qu'il frappe tous les cadres de porte avec son épaule gauche, parce que les neurones qui règlent le trafic des mots lui font des embouteillages, et que souvent ces mots sortent bumper à bumper, comme les chars à 5 heures du soir quand il veut parler, parce qu'il passe ses journées à chercher des choses qu'il n'a même pas perdues. Je pensais à mettre fin à mes jours en me disant, mais mon handicap est tellement grand que jamais je devais surmonter ça et aussi bien mourir, aussi bien me suicider, quoi. Mais comme dans ces maladies-là, on remonte toujours la côte, plus ou moins vite, plus ou moins bien, mais on remonte la côte. Chaque fois qu'on atteint un nouveau seuil, un nouveau palier, c'est une nouvelle vie qui commence. Santé. Et je me dis aussi, encore là, au plan politique, qu'on peut faire le cheminement vers la souveraineté. Comme on peut se sortir du bafouillage et du bégayement, on peut aussi convaincre les gens qu'ils peuvent aussi devenir indépendants. Et on peut tout, au fond, si on veut. Et c'est ce que ma maladie m'a appris, en fin de compte. On peut tout si on veut. Et dans la dernière décennie, le Québec visait le pouvoir économique. Nos jeunes entreprises ont fait un bond vers l'avenir et s'implantent avec dynamisme ici et à l'étranger. On a mis de côté le militantisme. Grâce à la loi 101, le français est devenu la langue du travail. Le visage français du Québec rayonne à chaque enseigne. Mais plusieurs clauses de la loi 101 sont contestées devant les tribunaux. En 1988, la Cour suprême du Canada déclare inconstitutionnelles les dispositions de la loi 101 sur l'affichage. Les droits collectifs des francophones sont de nouveau menacés. Vous allez à l'école, vous autres? Oui! Est-ce qu'à l'école, une école française? Oui! Et à votre école, vous trouvez que le français est menacé? Oui! Oui! Tout le monde parle en anglais, ça fait De quelle façon? De quelle façon? Ben, les corridors, tout le monde parle en anglais. L'affichage, il y a bien des affichages qui sont en anglais. Je demandais à des enfants de 15 ans qui manifestaient contre la Cour suprême. Pourquoi manifestez-vous? Les enfants m'ont dit, parce que l'Amérique est trop puissante à côté de nous. Et dans le cerveau des gens, ils se disent, on n'a pas de chance à prendre. Si on veut rester français au Québec, il faut que ce soit la loi 101 et même plus dur encore que la loi 101. Il suffit d'une étincelle. Elle a été jetée et...
personnes se rassembler avec une énergie folle et un désir aussi fou de s'appartenir. Et c'est extraordinaire de voir plus de la moitié, c'était des jeunes qui ont réagi spontanément. Ils ne veulent pas que le Québec soit assimilé. Ils ne veulent pas renoncer à leur culture, à leur langue. Et je crois que peu à peu, ça va mener à ce projet inévitable, parce que ça ne peut pas se faire sans que la souveraineté du Québec soit déclarée, et adoptée et acceptée. J'ai refait le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui, sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie. J'ai revu mes appartenances, le lot de mes ans et la vie, et c'est de toutes mes partences le plus heureux flash de ma vie. Je suis de lacs et de rivières, je suis de gibier, de poisson, je suis de roches et de poussière. Je ne suis pas des grandes moissons, je suis de sucre et d'eau d'érable, de paternoster, de credo. Je suis de 11 enfants à table, je suis de janvier sous zéro. Je suis d'Amérique et de France, je suis de chômage et d'exil. Je suis l'octobre et l'espérance, je suis d'une race en péril. Je suis prévu pour l'an 2000, je suis notre libération. Comme des millions de gens fragiles à des promesses d'élection, je suis l'énergie qui s'empile